Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture des Contes du lundi d'Alphonse Daudet. Et nous en sommes toujours à la première partie qui s'intitule La fantaisie et l'histoire. Et je débute un nouveau chapitre qui s'intitule La bataille du Père-Lachaise. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Le gardien se mit à rire. Une bataille ici? Mais il n'y a jamais eu de bataille. C'est une invention des journaux. Voici tout simplement ce qui s'est passé. Dans la soirée du 22, qui était donc un dimanche, nous avons vu arriver une trentaine d'artilleurs fédérés avec une batterie de pièces de 7 et 1 mitrailleuses, nouveau système. Ils ont pris position tout en haut du cimetière. Et comme justement, j'ai cette section-là sous ma surveillance, c'est moi qui les ai reçus. Leur mitrailleuse était à ce coin d'allée, près de ma guérite, leur canon un peu plus bas, sur ce terre-plein, et en arrivant, ils m'ont obligée à leur ouvrir plusieurs chapelles. Je croyais qu'ils allaient tout casser, tout piller là-dedans, mais leur chef y mit bon ordre, et se plaçant au milieu d'eux, leur fit ce petit discours. Le premier cochon qui touche à quelque chose, je lui brûle la gueule. Rompez les rangs. C'était un vieux tout blanc, médaillé de Crimée et d'Italie, et qui n'avait pas l'air commode. Ces hommes se le tinrent, pourdits, et je dois leur rendre cette justice qu'ils n'ont rien pris dans les tombes. Pas même le crucifix du duc de Morny, qui vaut à lui seul près de 2000 francs. C'était pourtant un ramassis de bien vilain monde, ces artilleurs de la commune, des canonniers d'occasion qui ne songeaient qu'à siffler leurs 3,50 francs de haute paye. Il fallait voir la vie qu'ils menaient dans ce cimetière. Ils couchaient à tas dans les caveaux. Chez Morny, chez Favronne, ce beau tombeau Favronne, où la nourrice de l'empereur est enterrée. Ils mettaient leur vin au frais dans le tombeau Champeau, où il y a une fontaine, puis ils faisaient venir des femmes. Et toute la nuit, ça buvait, ça godaillait. Ah, je vous réponds de nos morts qui en ont entendu de drôles. Tout de même, malgré leur maladresse, ces bandits-là faisaient beaucoup de mal à Paris. Leur position était si belle. De temps en temps, il leur arrivait un ordre. « Tirez sur le Louvre, tirez sur le Palais Royal !» Alors le vieux pointait les pièces, et les obus à pétrole s'en allaient sur la ville à toute volée. Ce qui se passait en bas, personne de nous ne le savait au juste. On entendait la fusillade se rapprocher petit à petit, mais les fédérés ne s'en inquiétaient pas. Avec les feux croisés de Chaumont, de Montmartre, du Père-Lachaise, il ne leur paraissait pas possible que les Versaillais puissent avancer. Ce qui les dégrisa, c'est le premier obus que la marine nous envoya en arrivant sur la butte Montmartre. On s'y attendait si peu. Moi-même, j'étais au milieu d'eux, appuyée contre Morny, en train de fumer ma pipe, en attendant venir les bombes. Je n'eus que le temps de me jeter par terre. D'abord, nos canonniers crurent que c'était une erreur de tir ou quelques collègues en ribote. Mais va te promener. Au bout de 5 minutes, voilà Montmartre qui éclaire encore. Il y a un autre pruneau qui nous arrive, aussi d'aplomb que le premier. Pour le coup, mes gaillards plantèrent là leurs canons et leurs mitrailleuses et se sauvèrent à toutes jambes. Le cimetière n'était pas assez large pour eux. Ils criaient. « Nous sommes trahis, nous sommes trahis !» Le vieux, lui, restait tout seul sous les obus, se démenait comme un beau diable au milieu de sa batterie et pleurait de rage de voir que ses canonniers l'avaient laissé. Cependant, vers le soir, il lui en revint quelques-uns à l'heure de la paye. « Tenez, monsieur, regardez sous ma guérite. Il y a encore les noms de ceux qui sont venus pour toucher ce soir-là. » Le vieux les appelait et les inscrivait à mesure. Sidin, présent. Choudéras, présent. Billot, Volon. Comme vous voyez, ils n'étaient plus que 4 ou 5. Mais ils avaient des femmes avec eux. Ah, je l'oublierai jamais ce soir de paye. En bas, Paris flambait. L'hôtel de ville, l'arsenal, les greniers d'abondance. Dans le Père-Lachaise, on y voyait comme en plein jour. Les fédérés essayèrent encore de se remettre aux pièces, mais ils n'étaient pas assez nombreux et puis Montmartre leur faisait peur. Alors ils entrèrent dans un caveau et se mirent à boire et à chanter avec leur gueuse. Le vieux s'était assis entre ces 2 grandes figures de pierre qui sont à la porte du tombeau Favronne et il regardait Paris brûler avec un air terrible.
On aurait dit qu'il se doutait que c'était sa dernière nuit. À partir de ce moment, je ne sais plus bien ce qui est arrivé. Je suis rentrée chez nous, cette petite baraque que vous voyez là-bas, perdue dans les branches. J'étais très fatiguée. Je me suis mise sur mon lit, tout habillée, en gardant ma lampe allumée, comme dans une nuit d'orage. Tout à coup, on frappe à la porte brusquement. Ma femme va ouvrir, toute tremblante. Nous croyons voir encore les fédérés. C'était la marine. Un commandant, des enseignes, un médecin, ils m'ont dit « Levez-vous, faites-nous un café ». Je me suis levée, j'ai fait leur café. On entendait dans le cimetière un murmure, un mouvement confus, comme si tous les morts s'éveillaient pour le dernier jugement. Les officiers ont bu bien vite, tout debout, puis ils m'ont emmené dehors avec eux. C'était plein de soldats, de marins, alors on m'a placée à la tête d'une escouade. Et nous nous sommes mis à fouiller le cimetière, tombeau par tombeau. De temps en temps, les soldats, voyant remuer les feuilles, tiraient un coup de fusil au fond d'une allée, sur un buste, dans un grillage. Par-ci par-là, on découvrait quelques malheureux cachés dans un coin de chapelle. Son affaire n'était pas longue. C'est ce qui arriva pour mes artilleurs. Je les trouvais tous. Hommes, femmes, en tas devant ma guérite, avec le vieux médaillé par-dessus. C'était pas gai à voir dans le petit jour froid du matin. Mais ce qui me saisit le plus, c'est une longue file de gardes nationaux qui amenaient à ce moment-là de la prison de la Roquette où ils avaient passé la nuit. Ça montait la grande allée lentement, comme un convoi. On n'entendait pas un mot, pas une plainte. Ces malheureux étaient si éreintés, si aplatis. Il y en avait qui dormaient en marchant. Et l'idée qu'ils allaient mourir ne les réveillait pas. On les fit passer dans le fond du cimetière et la fusillade commença. Ils étaient 147. Vous pensez si ça a duré longtemps? C'est ce qu'on appelle la bataille du Père-Lachaise. Ici, le bonhomme, apercevant son brigadier, me quitta brusquement et je restai seule à regarder sur la guérite ces noms de la dernière paye, écrits à la lueur de Paris, incendiée. J'évoquais cette nuit de mal, traversée d'obus, rouge de sang et de flammes. Ce grand cimetière désert éclairé comme une ville de fête. Les canons abandonnés au milieu du carrefour. Tout autour, les caveaux ouverts. L'orgie dans les tombes. Et près de là, dans ce fouillis de dômes, de colonnes, d'images de pierre que les soubresauts de la flamme faisaient vivre, le buste au large front, aux grands yeux, de Balzac qui regardait. Les petits pâtés. Ce matin-là, qui était un dimanche, le pâtissier Sureau de la rue de Turenne appela son mitron et lui dit « Voilà les petits pâtés de monsieur Bonicard. Va les porter et reviens vite. Il paraît que les Versaillais sont entrés dans Paris. » Le petit, qui n'entendait rien à la politique, mit les pâtés tout chauds dans sa tourtière. La tourtière dans une serviette blanche et le tout d'aplomb sur sa barrette. Parti au galop pour l'île Saint-Louis, où logeait monsieur Bonicard. La matinée était magnifique. Un de ces grands soleils de mai qui emplissaient des fruiteries et bottes de lilas et des cerises en bouquet. Malgré la fusillade lointaine et les appels des clairons au loin des rues, tout ce vieux quartier du Marais gardait sa physionomie paisible. Il y avait du dimanche dans l'air. Des rondes d'enfants au fond des cours. De grandes filles jouant au ballon devant les portes. Et cette petite silhouette blanche qui trottait au milieu de la chaussée déserte dans un bon parfum de pâte chaude, achevait de donner à ce matin de bataille quelque chose de naïf et d'endimanché. Toute l'animation du quartier semblait s'être répandue dans la rue de Rivoli. On traînait des canons. On travaillait aux barricades. Des groupes à chaque pas. Des gardes nationaux qui s'affairaient. Mais le petit pâtissier ne perdit pas la tête. Ces enfants-là sont si habitués à marcher parmi les foules et le brouhaha de la rue. C'est aux jours de fête et de train, dans l'encombrement des premiers de l'an, des dimanches gras, qu'ils ont le plus à courir. Aussi, les révolutions ne les étonnèrent guère. Il y avait plaisir vraiment à voir la petite barrette blanche se faufiler au milieu des képiers et des baïonnettes, évitant les chocs, balancer gentiment, tantôt très vite, tantôt avec une lenteur forcée où l'on sentait encore la grande envie de courir. Qu'est-ce que cela lui faisait à lui, la bataille? L'essentiel était d'arriver chez les Bonicard pour le coup de midi
et d'emporter bien vite le petit pourboire qui l'attendait sur la tablette de l'antichambre. Tout à coup, il se fit dans la foule une poussée terrible, et des pupilles de la République défilèrent au pas de course en chantant. C'étaient des gamins de 12 à 15 ans, affublés de chasse-peau, de ceintures rouges, de grandes bottes, aussi fiers d'être déguisés en soldats que quand ils courent, les mardis gras avec des bonnets en papier et un lambeau d'ombrelles roses grotesques dans la boue du boulevard. Cette fois, au milieu de la bousculade, le petit pâtissier eut beaucoup de peine à garder son équilibre. Mais sa tourtière et lui avaient fait tant de glissades sur la glace, tant de parties de marelle en plein trottoir que les petits pâtés en furent quittes pour la peur. Malheureusement, cet entrain, ces chants, ces ceintures rouges, l'admiration, la curiosité donnèrent au mitron l'envie de faire un bout de route en si belle compagnie. Et dépassant sans s'en apercevoir l'hôtel de ville et les ponts de l'île Saint-Louis, il se retrouva emporté je ne sais où, dans la poussière et le vent de cette course folle. Depuis au moins 25 ans, c'était l'usage chez les Bonicards de manger des petits pâtés le dimanche. À midi, très précis, quand toute la famille, petits et grands, était réunie dans le salon. Un coup de sonnette vif et gai faisait dire à tout le monde « Ah, voilà le pâtissier !» Alors, avec un grand remuement de chaises, un froufrou d'endimanchement, une expansion d'enfants rieurs devant la table mise, tous ces bourgeois heureux s'installaient autour des petits pâtés symétriquement empilés sur le réchaud d'argent. Ce jour-là, la sonnette resta muette. Scandalisé, M. Bonicard regardait sa pendule, une vieille pendule surmontée d'un héron empaillé et qui n'avait jamais de la vie avancé ni retardé. Les enfants bâillaient aux vitres, guettant le coin de la rue où le mitron tournait d'ordinaire. Les conversations languissaient, et la faim, que midi creuse de ses 12 coups répétés, faisait paraître la salle à manger bien grande, bien triste, malgré l'antique argenterie luisante sur la nappe damassée et les serviettes pliées tout autour en petits cornets raides et blancs. Plusieurs fois déjà, la vieille bonne était venue parler à l'oreille de son maître. Rôti brûlé, petit pois trop cuit. Mais M. Bonicard s'entêtait à ne pas se mettre à table sans les petits pâtés. Furieux contre Sureau, il résolut d'aller voir lui-même ce que signifiait un retard aussi inouï. Comme il sortait, en brandissant sa canne, très en colère, des voisins l'avertirent. « Prenez garde, monsieur Bonicard, on dit que les Versaillais sont entrés dans Paris. » Il ne voulut rien entendre. Pas même la fusillade qui s'en venait de Neuilly à fleur d'eau. Pas même le canon d'alarme de l'hôtel de ville, secouant toutes les vitres du quartier. Oh, ce Sureau, ce Sureau! Et dans l'animation de la course, il parlait seul. Se voyait déjà là-bas, au milieu de la boutique, frappant les dalles avec sa canne, faisant trembler les glaces de la vitrine et les assiettes de baba. La barricade du pont Louis-Philippe coupa sa colère en deux. Il y avait là quelques fédérés à mine féroce, vautrés au soleil sur le sol dépavé. « Où allez-vous, citoyens ?» Le citoyen s'expliqua, mais l'histoire des petits pâtés parut suspecte. D'autant que M. Bonicard avait sa belle redingote des dimanches, des lunettes d'or, toute la tournure d'un vieux réactionnaire. « C'est un mouchard, dirent les fédérés. Il faut l'envoyer à Rigaud. » Sur quoi 4 hommes de bonne volonté, qui n'étaient pas fâchés pour quitter la barricade, poussèrent devant eux, à coups de crosse, le pauvre homme exaspéré. Je ne sais pas comment ils firent leur compte, mais une demi-heure après, ils étaient tous raflés par la ligne et s'en allaient rejoindre une longue colonne de prisonniers prêts à se mettre en marche pour Versailles. M. Bonicard protestait de plus en plus, levait sa canne, racontait son histoire pour la 100e fois. Par malheur, cette invention de petits pâtés paraissait si absurde, si incroyable au milieu de ce grand bouleversement que les officiers ne faisaient qu'en rire. « C'est bon, mon vieux, vous vous expliquerez à Versailles. » Et par les Champs-Élysées, encore tout blanc dans la fumée des coups de feu, la colonne s'ébranla entre 2 files de chasseurs. Les prisonniers marchaient 5 par 5, en rang pressé et compact, pour empêcher le convoi de s'éparpiller. On les obligeait à se donner le bras. Et le long troupeau humain faisait et piétinait dans la poussière de la route, comme le bruit d'une grande pluie d'orage. Le malheureux Bonicard croyait rêver, suant,
soufflant, ahuri de peur et de fatigue. Il se traînait à la queue de la colonne entre deux vieilles sorcières qui sentaient le pétrole et l'eau-de-vie. Et d'entendre ces mots de pâtissier, petit pâté qui revenaient toujours dans ses imprécations, on pensait autour de lui qu'il était devenu fou. Le fait est que le pauvre homme n'avait plus sa tête. Aux montées, aux descentes, quand les rangs du convoi se desserraient un peu, est-ce qu'il ne se figurait pas voir, là-bas, dans la poussière qui remplissait les vides, la veste blanche et la barrette du petit garçon de chez Sureau? Et cela, 10 fois dans la route. Ce petit éclair blanc passait devant ses yeux comme pour le narguer, puis disparaissait, au milieu de cette houle d'uniformes, de blouses, de haillons. Enfin, au jour tombant, on arriva dans Versailles. Et quand la foule vit ce vieux bourgeois à lunettes, débraillé, poussiéreux, hagard, tout le monde fut d'accord pour lui trouver une tête de scélérat. On disait « C'est Félix Pyat, non, c'est de l'Écluse ». Les chasseurs de l'escorte eurent beaucoup de peine à l'amener sain et sauf jusqu'à la cour de l'orangerie. Là, seulement, le pauvre troupeau put se disperser, s'allonger sur le sol, reprendre haleine. Il y en avait qui dormaient, d'autres qui juraient, d'autres qui toussaient, d'autres qui pleuraient. Bonicard, lui, ne dormait pas, ne pleurait pas. Assis au bord d'un perron, la tête dans ses mains, aux trois quarts mort de faim, de honte, de fatigue, il revoyait en esprit cette malheureuse journée. Son départ de là-bas, ses convives inquiets, ce couvert mis jusqu'au soir et qui devait l'attendre encore. Puis l'humiliation, les injures, les coups de crosse, tout cela pour un pâtissier inexact. « Monsieur Bonicard, voilà vos petits pâtés », dit tout à coup une voix près de lui. Et le bonhomme, en levant la tête, fut bien étonné de voir le petit garçon de chez Sureau, qui s'était fait pincer avec les pupilles de la République, découvrir et lui présenter la tourtière cachée sous son tablier blanc. C'est ainsi que, malgré l'émeute et l'emprisonnement, ce dimanche-là, comme les autres, Monsieur Bonicard mangeait des petits pâtés. Monologue à bord. Depuis 2 heures, tous les feux sont éteints, tous les abords fermés. Dans la batterie basse qui nous sert de dortoir, il fait noir et lourd, on étouffe. J'entends les camarades qui se retournent dans leur hamac, rêvent tout haut, gémissent en dormant. Ces journées sans travail où la tête seule marche et se fatigue vous font un mauvais sommeil, plein de fièvre et de soubresauts. Mais même ce sommeil-là, moi je suis loin à le trouver. Je ne peux pas m'endormir, je pense trop. En haut, sur le pont, il pleut, le vent souffle. De temps en temps, quand le quart charge, il y a une cloche qui sonne dans le brouillard, tout au bout du navire. Chaque fois que je l'entends, ça me rappelle mon Paris et le coup de 6 heures dans les fabriques. Il n'en manque pas de fabriques autour de chez nous. Je vois tout notre petit logement, les enfants qui reviennent de l'école, la mère au fond de l'atelier en train de finir quelque chose contre la croisée et s'efforçant de retenir ce brin de jour qui baisse jusqu'à la fin de son aiguillé. Misère, qu'est-ce que tout ça va devenir maintenant? J'aurais peut-être mieux fait de les emmener avec moi puisqu'on me le permettait. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est si loin. J'avais peur du voyage, du climat pour les enfants. Puis il aurait fallu vendre notre fonds de passementerie. Ce petit avoir si péniblement gagné, monté pièce en 10 ans. Et mes garçons, qui n'auraient plus été à l'école. Et la mère, obligée de vivre au milieu d'un tas de traînées. Ma foi, non. J'aime mieux souffrir tout seul, c'est égal. Quand je monte là-haut sur le pont et que je vois toutes ces familles installées là, comme chez elles, les mères cousant des chiffons, les enfants dans leurs jupes, ça me donne toujours envie de pleurer. Le vent grandit, les vagues s'enflent. La frégate file, penchée sur le côté. On entend crier ses mâts, craquer ses voiles. Nous devons aller très vite. Tant mieux. On sera plus vite arrivés. Cette île de pain, qui m'effrayait tant au moment du procès, à présent elle me fait envie. C'est un but, un repos. Et je suis si lasse. Il y a des moments où tout ce que j'ai vu depuis 20 mois me tourne devant les yeux à me donner le vertige. C'est le siège des Prussiens, les remparts, l'exercice. Ensuite les clubs, les enterrements, civils avec des immortels à la boutonnière, les discours au pied de la colonne, les fêtes de la commune à l'hôtel de ville, les revues de Cluseret, les sorties, la bataille, la gare de Clamart et tous ces petits murs où l'on s'abritait pour tirer sur les gendarmes.
Ensuite, Satori, les pontons, les commissaires, les transbordements d'un navire à l'autre, ces allées et venues qui vous faisaient 10 fois prisonnier par les changements de prison. Enfin, la salle des conseils de guerre, tous ces officiers en grand costume assis au fond, en fer à cheval, les voitures cellulaires, l'embarquement, le départ. Tout cela confondu dans le tangage et l'abasourdissement des premiers jours de mer. Ouf, j'ai comme un masque de fatigue, de poussière, de je ne sais quoi collé sur la figure. Il me semble que je ne me suis pas lavée depuis 10 ans. Oui, ça va me sembler bon de prendre pied quelque part, de faire halte. Ils disent que là-bas, j'aurai un bon terrain, des outils, une petite maison. Une petite maison. Nous en avions rêvé une, ma femme et moi, du côté de Saint-Mandé. Basse, avec un petit jardin étalé devant, comme un tiroir ouvert plein de légumes et de fleurs. On serait venu là le dimanche, du matin au soir, prendre de l'air et du soleil pour toute la semaine. Puis les enfants grandis, mis au commerce, on s'y serait retiré bien tranquille. Pauvre bête, va. Te voilà retirée maintenant. Et tu vas la voir, ta maison de campagne. Malheur, quand je pense que c'est la politique qui est à cause de tout. Je m'en défiais pourtant de cette sacrée politique. J'en avais toujours eu peur. D'abord, je n'étais pas riche et avec mon fonds à payer, je n'avais pas beaucoup le temps de lire les journaux ni d'aller entendre les beaux parleurs dans les réunions. Mais le maudit siège est arrivé. La garde nationale, rien à faire qu'à brailler et à boire. Ma foi, je suis allée au club avec les autres. Et tous leurs grands mots ont fini par me griser. Les droits de l'ouvrier, le bonheur du peuple. Quand la commune est venue, j'ai cru que c'était l'âge d'or des pauvres gens qui arrivaient. D'autant qu'on m'avait nommé capitaine et que tous ces états-majors habillés de frais, ces galons, ces brandebourgs, ces aiguillettes, donnaient beaucoup d'ouvrage à la maison. Plus tard, quand j'ai vu comment tout cela marchait, j'aurais bien voulu m'en aller. Mais j'avais peur de passer pour un lâche. Qu'est-ce qu'il y a donc là-haut? Les porte-voix ronflent. Des grosses bottes courent sur le pont mouillé. Ces matelots, pourtant, quelle dure existence ça mène. En voilà que le sifflet du quartier-maître vient de me prendre en plein sommeil. Il monte sur le pont, encore tout endormi, tout suant. Il faut courir dans le noir, dans le froid, les planches glissent, les cordages sont gelés et brûlent les mains qui s'y accrochent. Pendant qu'ils sont pendus là-haut, au bout des vergues, ballottés entre le ciel et l'eau, à rouler des grandes toiles, toutes raides. Un coup de vent arrive qui les arrache, les emporte, les éparpille, en pleine mer comme un vol de mouettes. Ah, c'est une vie autrement rude que celle de l'ouvrier parisien, et autrement mal payée. Cependant, ces gens-là ne se plaignent pas, ne se révoltent pas. Ils vous ont des airs tranquilles, des yeux clairs, bien décidés, et tant de respect pour leur chef. On voit bien qu'ils ne sont pas venus souvent dans nos clubs. Décidément, c'est une tempête. La frégate est secouée horriblement. Tout danse, tout craque. Des paquets d'eau s'abattent sur le pont avec un bruit de tonnerre, puis pendant 5 minutes, ce sont des petites rigoles qui s'écoulent de tous côtés. Autour de moi, on commence à se secouer. Il y en a qui ont le mal de mer, d'autres qui ont peur. Cette immobilité forcée dans le danger, c'est bien la pire des prisons. Et dire que pendant que nous sommes là, parqués comme un bétail, ballottés à tâtons dans ce vacarme sinistre qui nous entoure, tous ces beaux fils de la commune à écharpe d'or, à plastron rouge, tous ces poseurs, tous ces lâches qui nous poussaient en avant, sont bien tranquilles dans des cafés, dans des théâtres, à Londres, à Genève, tout près de France. Quand j'y songe, il me vient des rages. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.